Très bien. Donc, nous continuons cette série de l'histoire du patriotisme à travers les présidents de la Société Saint-Jean-Baptiste, puisque cette année, en 2009, nous soulignons les 175 ans de la Société. Et nous continuons cette semaine, puisque nous ferons deux conférences par président, le président et son époque, si on peut dire, et à tout seigneur, tout honneur. Nous avons commencé avec le premier président, qui est également le premier maire de Montréal, Jacques Vigée, qui préside le premier banquet, la première activité, l'activité de fondation de la société comme telle, le 24 juin 1834, sur les lieux où se trouve aujourd'hui le Centre Bell. C'était à l'époque les jardins d'un grand bourgeois de Montréal, nommé John MacDonald. Et Duvernay avait réuni entre 50 et 60 convives. On se rappelle que c'était des républicains, des démocrates, c'est drôle d'employer les deux termes en Amérique du Nord, mais ça n'a rien à voir avec les républicains et les démocrates américains. Et c'était donc des gens à l'esprit avancé. Hein. C'était généralement des membres des professions libérales, des médecins, des avocats, des notaires, quelques hommes d'affaires. C'est notre première génération d'hommes instruits, si on peut dire. Et Duvernay, qui avait commencé par lancer au mois de mars une petite société secrète d'inspiration révolutionnaire, qui s'appelle Aide-toi et le ciel t'aidera, avec deux jeunes étudiants sortant des études, Georges-Étienne Cartier, qui a 18 ans, je crois, à ce moment-là, et Louis-Victor Sicotte, un nom sur lequel je reviendrai, qu'on n'entend pas assez souvent. Ça a été un premier ministre du Canada, le ministre du Canada uni, mais c'est qu'il a été jusqu'à la fin, et même lorsqu'il démissionne comme premier ministre, il démissionne en faveur de l'indépendance du Québec, ce qui est assez exceptionnel. Et ce qu'il y a de plus exceptionnel, c'est qu'on n'en a jamais entendu parler de ce grand personnage sur lequel je reviendrai. Donc, avec ces deux jeunes assistants, Duvernay décide de fonder une société nationale. Ce que font les patriotes, c'est de mettre l'adjectif national à côté de tout. C'est pour ça que je les appelle toujours les pères de la nationalité. Non pas les pères de la nation, parce que la nation a existé avant, mais la nationalité, c'est la nation dans sa facette politique, si on peut dire. Donc, les premiers à faire la promotion de la nationalité pas canadienne, c'est comme ça qu'on nous appelait, ou la nationalité canadienne, les Anglais ne se définissaient pas encore comme Canadiens, même si le Haut-Canada existait depuis 40 ans, depuis 1791, ça n'était pas encore passé dans le vocabulaire. D'ailleurs, on peut dire que les Québécois, ceux qu'on appelle aujourd'hui les Québécois, se sont définis comme Canadiens. Je donne souvent l'exemple, à Verdun, ma mère disait toujours, il y a deux familles canadiennes sur la rue, les autres, c'est des Anglais. Puis l'autre famille canadienne, c'est la famille de M. Chagnon, qui a été également président de la Société Saint-Jean-Baptiste, ce qui veut dire sur la même rue à Verdun, il y a eu deux présidents qui viennent de cette rue-là. M. Chagnon n'est pas même, mais je n'ai appris ça que beaucoup plus tard. Mais les gens se définissaient comme Canadiens, et ce que veut faire Duvernay, c'est de donner un contenu nationaliste, entre guillemets, parce que l'expression n'existe pas encore, un contenu politique à la nationalité canadienne. C'est ça qu'il veut faire. Puis il veut se servir de la fête de la Saint-Jean, qu'il emprunte à l'Église en faisant un clin d'œil. Parce que ce soir, nous allons voir une espèce de revirement. 1834, premier banquet, présidé par Duvernay. 1835, 1836, 1837. Bon, les célébrations se font, mais c'est autour d'un banquet. C'est encore très humble. Il y en a qui le même type de banquet se reproduisent à Saint-Hyacinthe, sur le Richelieu, également du côté de Montmagny. Cependant, quand arrive la révolution de 37-38, l'exil et ainsi de suite, la société, il n'y a plus rien.
De 1838 à 1843, il n'y a rien. Quoique Duvernay va organiser, va fêter la Saint-Jean en exil. Vous savez qu'ils étaient des centaines à Plattsburgh, à Burlington. Ils étaient très, très nombreux là-bas, des patriotes qui se sont exilés naturellement. Et le groupe qui s'en va en Australie va être là 7-8 ans. Et là, quand je parle d'un revirement, n'oubliez pas que les fondateurs de la société sont essentiellement très sévères vis-à-vis de l'Église. Je ne dirais pas des anticléricaux, ce serait un peu trop fort. Mais disons qu'ils étaient sévères. Ils souhaitaient, par exemple, ils demandaient l'éducation pour tout le monde, obligatoire et gratuite. Et ça, l'Église était en désaccord avec une telle revendication à ce moment-là. Et l'Église préconisait surtout la soumission face aux autorités anglaises, ce qui ne faisait pas l'affaire de tout le monde. Puis quand on dit l'Église, là, ce sont les autorités ecclésiastiques. Les curés de paroisse, là, plus du tiers étaient sympathiques aux patriotes. Mais les versions que nous avons aujourd'hui en 2008 sont des versions des patriotes repentis. C'est pour ça que je parle d'un revirement. Quand on revient des États-Unis en 1843 et que Monseigneur Bourget est allé rencontrer Duvernay à Burlington, a discuté avec lui, puis on est revenu convaincu que M. Duvernay avait mis de côté toutes ses mauvaises idées et que les principaux amis de Duvernay patriotes revenus à Montréal face à l'acte d'union qui a été imposé en 1840, où on réunit le Haut et le Bas Canada, nous sommes plus nombreux, puis nous donnent le même nombre de députés. Nous n'avons pas de dette, nous avons un surplus, ils ont une dette, puis ils fondent ça ensemble. C'est donc le Québec qui a assumé la dette de l'Ontario. À ce moment-là, il y a une fortune, on parle de milliards aujourd'hui. Ça n'a jamais été remboursé, ça. Eh bien, avec l'acte d'union, beaucoup des anciens patriotes vont collaborer à l'acte d'union. On va les appeler des réformistes autour de Louis-Hippolyte Lafontaine. Parce que le chef, Louis-Joseph Papineau, s'est exilé d'abord aux États-Unis, ensuite il s'en va en France, il va donc perdre un peu de sa crédibilité, on va l'attaquer souvent, vous savez, nous les Canadiens français, même les Québécois, là, on n'a pas de leçon à donner à personne au niveau de la solidarité nationale, on est capable de s'attaquer, d'être très sévères les uns vis-à-vis des autres, ça continue, ça ne s'arrête pas avec les années. Donc, quand on demande à Duvernay de relancer la Société Saint-Jean-Baptiste, qui s'est éteinte en 1937-1938 à cause de tout ce qui est arrivé, ce n'est plus du tout la même société qu'en 1834. C'est pour ça que certains historiens vont dire que l'histoire de la Saint-Jean-Baptiste commence en 1843. Parce que de 1934 à 1943, bon, les 4-5 dernières années, il n'y a rien eu. Et c'était relativement là, un tête-à-queue idéologique qui avait été fait. Autant elle était laïque, entre guillemets, en 1834, autant la société, à partir de 1843, va se définir comme essentiellement religieuse. À tel point qu'au début, on la comptait même comme une société de tempérance. Duvernay, c'était pas tout à fait de sa place. Duvernay était quelqu'un qui avait pris un coup. En tout cas, c'était comme une société de tempérance. Et ce n'est que petit à petit qu'elle va modifier son caractère. Mais on peut dire qu'en 1843, quand la société est relancée, et ça pourquoi je vous en parle, c'est parce que Jacques Vigée va redevenir président en 1856, 2 ans avant de mourir. Donc il aurait été président 2 fois, en 1834 et en 1856. Mais dans les années 1850, après 1843-1844, la Saint-Jean-Baptiste, c'est une succursale de l'évêché. La société est toute vouée aux intentions de l'évêque de Montréal, qui est Monseigneur Bourget. Et donc ce soir, je voulais vous parler également quelque peu. C'est un personnage dont on entend très peu parler, et je réfléchissais hier soir
un peu comment vous présentez ça ce soir. À mon avis, Monseigneur Bourgette, c'est le deuxième fondateur de Montréal. C'est aussi important que cela. Il a fait autant de Montréal que Maisonneuve. Il a organisé Montréal. Je vais vous en donner quelques exemples. Ça dépasse l'entendement. Hein. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas encore de biographie. On se plie à des petites plaquettes écrites il y a 65 ans à cause de tous les préjugés là, tout à fait fondés parfois que l'on peut avoir. Mais ce bonhomme-là, qui est né la même année que Duvernay, qui est la même génération que les patriotes, Monseigneur Bourgette, dès l'âge de 20 ans, il est secrétaire de l'évêque de Montréal d'Artigues, il va lui succéder. Et on peut dire que deux mots résument son œuvre, science et piété. Mais science, grâce à lui, ont été... D'abord, il y avait une population rurale, c'était un très grand diocèse. Hein? Il comprend le diocèse d'Ottawa, il comprend le diocèse de Saint-Hyacinthe, il comprend le diocèse de Sherbrooke. Il arrête aux portes de l'Ouest, puis un bout de temps, il y avait du côté américain. C'était un très, très grand diocèse, Montréal. Et les gens n'étaient pas instruits. Puis, il n'y avait pas de services sociaux. Il n'y avait pas de centre local d'emploi, il n'y avait pas de CLSC, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas d'orphelinat, il n'y avait pas d'école. Monseigneur Bourgette, c'était un génie. Hein? C'est-à-dire, ce qu'il a fait, d'abord, il allait en Europe régulièrement rencontrer le pape. Le pape Pie IX l'appelait la brebis d'Europe, parce que c'était un homme qui était tout braqué sur les autorités ecclésiastiques, l'infaillibilité du pape, et ainsi de suite. C'est lui qui va, si vous regardez les peintures des prêtres, jusqu'à ce que Monseigneur Bourgette devienne évêque de Montréal, il porte le rabat, comme les frères des écoles chrétiennes, la main noire. Les prêtres portent ça. Monseigneur Bourgette a imposé ici le col romain. Donc, tout ce que fait Bourgette est tourné vers Rome. Et dans une certaine mesure, je dirais que... Et cette initiative-là va durer 120 ans. Hein. Il faudra le Concile de Vatican II, puis ce qu'on a appelé ici la Révolution tranquille, pour mettre fin à cette grande épopée, si on peut dire. Donc, tout centre... Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai aussi l'impression, Fernand Dumont nous dit souvent que le Canada français avait comme deux capitales, Paris et Rome. Mais on a beaucoup sublimé dans Rome. Toute cette indépendance que nous n'avions pas, toute cette aspiration d'espace politique que nous n'avons pas, nous avons investi l'Église, avec des bons côtés et des moins bons, c'est pour ça que je parle. Donc, qu'est-ce qui fait le jeune évêque Bourgette devant une telle ampleur? Il n'y a rien, là. Il y a une paroisse à Montréal. Alors, il y a quelques églises, il y a des prairies, à Saint-Anne-de-Bellevue, on a des vieilles, à la Chine, on a des vieilles paroisses qui datent du régime français, bien sûr, des vieilles églises. Des paroisses, il y en a une, parce que les Sulpiciens sont seigneurs de Montréal, et le roi de France leur a donné la seigneurie de Montréal et la paroisse de Montréal, la paroisse de Montréal. Puis ils vont se battre bec et ongle, y compris contre l'évêque, pour ne pas qu'ils fondent d'autres paroisses. Moi, par exemple, j'ai été baptisé à l'église Saint-Joseph. Le plus grand monde connaît ça. C'est dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Petite Bourgogne, où il y a eu une affaire d'eau il y a 2 jours. Là. Puis les Saint-Jacques, si vous voulez, là, moi je viens de Notre-Dame et Chatham, Richemont, Guy. Bon. Eh bien, c'est une des vieilles paroisses de Montréal, elle date de 1864. Eh bien, je me souviens que les registres de baptême, il fallait aller chercher ça à l'église Notre-Dame, parce qu'il y avait une paroisse. Il y a de l'argent de lié à ça, même, on va pas oublier ça. Donc, Bourgette, lorsqu'il devient évêque, la première chose il y a 90 prêtres dans son diocèse, quand il va mourir, il y en aura 300, ce qui est énorme. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir les Sulpiciens, puis il va leur dire, vous allez vous occuper du grand séminaire, former des prêtres. Les Sulpiciens, c'est une communauté française qui porte son nom de la paroisse de Paris
où était curé M. Jean-Jacques Ollier, qui va fonder la compagnie de Saint-Sulpice. Si vous allez encore à Paris, c'est tout près de Saint-Germain-des-Prés, tout près du 6e arrondissement, je crois que dans le 5e. Eh bien, vous allez voir cette immense église Saint-Sulpice. Si vous avez vu le film Le Code da Vinci, il y a une partie qui est filmée dans l'église Saint-Sulpice. C'est une église magistrale. Donc, les Sulpiciens, c'est une communauté qui est fondée pour former des prêtres. Donc, dans les diocèses, il y a toujours des grands séminaires, qui est l'école pour devenir prêtre, et ce sont souvent des Sulpiciens qui tiennent ça. Donc, Monseigneur Bourgette leur confie le grand séminaire de Montréal. Ensuite, lors d'un de ses voyages en Europe, on est toujours dans les années 1840, il va faire venir ici des Oblats de Marie Immaculée. Ils vont arriver ici en 1844 à peu près. 44, là où est l'église Saint-Pierre-Apôtre, sur la rue Visitation, dans le village, près du métro Gautier. Et il va faire venir les clercs de Saint-Viateur, qui en 1850 vont fonder un collège à Rigaud. Par la suite, ils vont en emmener un à Joliette. Ils vont s'occuper beaucoup de l'éducation des sourds-muets. Sur la rue Saint-Laurent, encore près du métro de Castelnau, là, vous allez voir un immense édifice. Là. Donc, il va chercher les Oblats de Marie Immaculée, il va chercher les clercs de Saint-Viateur, ensuite il va chercher les sœurs du Sacré-Cœur pour leur donner des écoles, des sœurs du Bon Pasteur. Vous allez voir, il n'y a aucun service social. Qu'est-ce qu'elles font, les sœurs du Bon Pasteur? Elles tiennent des prisons à côté de la Société Saint-Jean-Baptiste, ce qu'on appelle le monastère du Bon Pasteur. Je crois que c'est 72 Sherbrooke-S, juste de l'autre côté de Saint-Laurent, puisqu'il y a une salle de musique maintenant. Bon, mais ça, là, et qui est rendu des condos, Jean Doré demeure là d'ailleurs, eh bien ça, c'était une prison, ça. Si vous allez en arrière, il y a encore des vieilles cellules où on voit les chevaux pour entrer, et ainsi de suite. C'est une prison de femmes. Et puisqu'il n'y avait pas d'État, il n'y a pas de gouvernement comme tel, il n'y a pas de fonctionnaires, il n'y a pas de gardiennes de prison. Ce sont des sœurs qui jouent ce rôle-là. Il est allé chercher une communauté en France qui ne fait que cela. Par la suite, elles vont ouvrir ce qu'on appelle la prison des femmes à rue Follum, la maison Sainte-Darie, qui est son vrai nom. Eh bien, ça, encore une fois, c'est une fondation des sœurs du Bon Pasteur. Puis, ne trouvant pas assez de communautés en Europe, il va en fonder ici. Il va fonder les sœurs de Sainte-Anne. Il va fonder les sœurs de Saint-Nom-Jésus-Marie. Il va fonder les sœurs de Sainte-Anne, sont les premières écoles primaires mixtes. Il n'y avait pas avant ça. Les premières écoles primaires mixtes, ça commence à Vaudreuil. L'école est encore là d'ailleurs, devenue un musée régional, je crois. Et ensuite, elles vont s'en aller du côté de Saint-Jacques-de-Lachigan. Elles vont s'installer à Lachine par la suite. Eh bien, pour vous donner une idée, là, je regardais dans le Canada ecclésiastique de 1950, il y a 4000 sœurs de Sainte-Anne. Voulez-vous juste ouvrir la porte? Il y a 4000 sœurs de Sainte-Anne. En 1950, on va laisser entrer M. Plante. Bienvenue, M. Plante. Tiens, t'as une chaise juste là, Gérald. Donc, pour vous donner une idée de l'ampleur, là, il y a 4000 sœurs de Sainte-Anne. Il y a 5000 sœurs de la congrégation de Notre-Dame. Il y a 4000 sœurs de Saint-Nom-Jésus-Marie. Il y a 3000 sœurs de la congrégation de Sainte-Croix. Il y a 1200 sœurs de la Miséricorde. Les sœurs de la Miséricorde aussi, ils fondent, celles-là. Elles s'occupent de quoi? Elles s'occupent des filles mères. Donc, elles vont mettre sur pied la première maternité. Michel Lachance vient d'écrire un magnifique roman, j'y reviendrai. L'hôpital de la Miséricorde, sur la rue René-Lévesque, on appelait Dorchester, au coin de Saint-André. On appelait ça la maternité Sainte-Pélagie. Ça s'appelle Pélagie la Charrette, on va reprendre ça. Bon, c'est une sainte de l'Antiquité, une espèce de Maria Goretti de l'Antiquité romaine. Et donc, ils fondent une communauté qui s'occupe uniquement des filles mères. Puis non seulement ils s'occupent des filles mères, de façon très dure, les enfants sont enlevés rapidement. Puis moi,
moi j'ai connu j'ai connu une religieuse, moi, qui travaillait là, puis qui me racontait, si vous voulez ouvrir la porte, une amie religieuse qui me racontait qu'est-ce qui se passait quand une sœur avait un enfant. Parce que ça, on oublie ça souvent, là. Elle n'avait même pas le droit de jamais voir l'enfant. Elle mettait l'enfant au monde, puis il était enlevé dans les secondes suivant sa naissance. Ça, c'est quand c'était une sœur qui mettait au monde. Il y avait même une prison pour les prêtres, sur le boulevard Gouin, dans l'ouest de la ville, qu'on appelait la Maison Saint-Paul. Parce qu'à venir jusqu'en 1970, à peu près, à venir jusqu'à la Révolution tranquille, les prêtres ne passaient devant les tribunaux qu'occasionnellement. La baie de l'Orme à Québec, il y avait même meurtre. On a fait un film avec ça, avec Henry Ford et Anna Gardner, mais généralement, lorsqu'il y avait une condamnation pour un prêtre, il y avait une prison pour les prêtres, tenue par une communauté fondée pour s'occuper de ça, qu'on appelle la fraternité sacerdotale, donc une grosse maison à Saint-Faustin, à Pointe-du-Lac, à Westmount. Il y avait une communauté de sœurs qui s'occupait de l'entretien, naturellement. Et lorsqu'un prêtre était condamné à 1 mois, 2 mois, 3 mois de prison, on ne l'envoyait pas à Bordeaux, on l'envoyait à la Maison Saint-Paul. Et là, quelle que soit la communauté, ils étaient tous habillés pareil, comme des prêtres séculiers. Mais ce sur quoi je veux surtout insister, c'est que Monseigneur Bourgette, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Là, je vous le dis, et ça va durer 100 ans. On ne se l'imagine pas. On ne peut pas s'imaginer l'importance que ça a eu. Je vous dis, là, autour de 1950, il y a à peu près 10 000 sœurs, 10 000 religieuses au Canada français. Nos communautés ont fondé près de 150 hôpitaux aux États-Unis. On ne se rend pas compte de ça. Pour ça, si vous allez demain, ou peut-être qu'on va nous le montrer demain, si vous allez au Capitole, il y a toutes des grandes statues là, des héros américains. Il y a 2, 3 Canadiennes françaises là-dedans, dont Philippine Duchesne, une sœur de la communauté, va revenir, ce ne sera pas long, des sœurs du Sacré-Cœur, comme Sophie Barra, ici, le boulevard Gouin. Eh bien, il y a des religieuses canadiennes françaises qui sont considérées comme les fondatrices d'États américains. En 1850, on avait 25 hôpitaux jusqu'en Californie. En Californie, il y en avait une dizaine. Pas besoin de vous dire que dans ce qui était les Canadiens français à Nouvelle-Angleterre, il y a des États où il y avait 25, 30, 40 hôpitaux, mis sur pied par des petites filles de Montréal, puis de Saint-Rémy-de-Pierreville, puis de Joliette, puis de Rigaud. Donc, tout ça sont des fruits de Monseigneur Bourgette. Il n'y a même pas de biographie de Monseigneur Bourgette. Ce n'est pas des faces, c'est ça, la vie de Monseigneur Bourgette. Et c'est un homme qui est le deuxième fondateur de Montréal, à mon point de vue, celui qui va, oui. Est-ce que c'est lui qui a fondé le collège de Inès Bourgette? C'est en son honneur. Oui, mais ici, à Montréal, là, face à l'église de Saint-Sacrement. C'est une école normale. C'est quoi, c'est Monseigneur? Ah, ça se peut. Je ne la vois pas. Ah, c'est possible. C'est possible, parce que c'est lui qui pense à tout ça. C'est-à-dire, je vous répète, c'est celui qui met sur pied les premiers services sociaux. Les asiles pour les malades mentaux, les prisons pour les prisonniers et les prisonnières. Écoutez, il va jusqu'à fonder une communauté de sourds-muets. Et puis l'institution des sourds-muets par les Clercs de Saint-Viateur sur Saint-Laurent. Et ici, à côté du métro Sherbrooke, l'Institut Raymond Dewaard. Bon, mais ça, c'est l'Institut des sourds-muets qui est fondé, ah oui, parce qu'ils fondent une autre communauté, il ne faut surtout pas oublier, ils fondent les Sœurs de la Providence, avec Mère Gamelin, qui est née Émilie Tavernier, qui est la sœur de François Tavernier, le premier président des Fils de la Liberté. Sa sœur, c'est Mère Gamelin, la fondatrice des Sœurs de la Providence, que les patriotes appellent la perle des patriotes, parce qu'elle allait les nourrir au pied du courant, puis elle laissait passer parce que c'est une sœur. Puis elle apportait des messages, puis des lettres aux prisonniers, puis ainsi de suite. Donc, puis les sœurs, les sourds-muettes, il faut le faire. Fonder un institut pour que les sourdes muettes puissent vivre un peu normalement. Puis là, une communauté religieuse de sourds-muettes. C'est quand même assez
assez extraordinaire. Donc, il fait venir des communautés religieuses d'Europe, puis il en fonde lui-même ici, pour mettre sur pied ce grand réseau de services sociaux avant la lettre. Et puis il y a même des communautés. Il y a une communauté, par exemple, des sœurs, des sœurs du Bon Conseil, qui sont sur le boulevard Saint-Joseph, près de La Roche, la grosse maison de l'autre bord de la rue, viennent devant. Sœur Angèle, bon, c'en est une, ça. Mais ça, c'est fondé par une grande militante de Saint-Jean-Baptiste, Marie Gérin-Lajoie, qui est la présidente de la Fédération nationale de Saint-Jean-Baptiste, qui est la première association de femmes québécoises, canadiennes, françaises, et elle fonde ça, la Société Saint-Jean-Baptiste, et c'est la première femme qui va avoir fait son cours classique. Les femmes n'avaient pas le droit de faire leur cours classique, donc elle va aller chercher le premier baccalauréat essor accordé à une femme, c'est Marie Gérin-Lajoie qui l'obtient, et elle-même fonde une communauté religieuse qu'on appelle l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil, et elles sont toutes des travailleuses sociales. Par définition, dans cette communauté-là, sont toutes des travailleuses sociales. Comme les frères de Saint-Jean-de-Dieu sont tous des infirmiers, des médecins ou des pharmaciens. Donc, c'était cet esprit de spécialisation. Je vous le dis, aujourd'hui, là, ça nous échappe complètement. Là, on vit dans une société déclérée. Je ne dirais pas une société laïque, parce qu'on n'est pas une société laïque, mais on est une société décléricalisée. Pas facile à dire ça. Décléricalisée, même un peu. Donc, mais ce que nous devons à Monseigneur Bourget est énorme. Est énorme. La plupart de nos premiers ministres n'ont pas eu ce souci-là, sinon Laumer Gouin, Jean Lesage, René Lévesque, sans doute d'autres, mais je parle de la préoccupation de l'éducation, c'est un curé qui va nous l'insuffler. Et c'était gigantesque. À Montréal, on l'appelle la ville au sang clocher. C'est un homme qui va vivre jusqu'à l'âge de 85 ans, vers l'âge de... En 1876, donc à 77 ans, il prend sa retraite. Il va s'installer... il fait venir les Jésuites aussi. Ils fondent le Collège Sainte-Marie, 1848. Ils ouvrent un noviciat sur Henri Bourassa, près de Papineau, qui est devenu le Mont-Saint-Louis aujourd'hui. Mais ça, c'était le noviciat des Jésuites jusqu'à dans les années 1960-1970. Donc, quand il se retire dans la résidence Saint-Janvier, vous allez encore à l'église de la Visitation, ça s'appelle, à l'autre bout tout à fait, il y a une plaque, c'est sur ma présidence qu'on avait mis une plaque là, parce que c'est un lieu important de Montréal. Il y a une résidence de prêtres à côté qui s'appelle la résidence Ignace Bourgette, pour les vieux prêtres de Montréal retraités. C'est fondé par Monseigneur Bourgette, qui n'a pas donné son nom. Il appelait ça la résidence Saint-Janvier, en ce moment-là. Donc, cette espèce d'expansion dans tout le Québec, là, des séminaires, des collèges, il y a juste l'université, il a tout fait pour l'avoir. Puis il ne l'a pas eu, elle n'apparaîtra à l'Université de Montréal dans les années 1920, comme il me rappelait tout à l'heure. Eh bien, d'abord, il y a eu l'Université Laval, qui avait une succursale à Montréal, appelée l'Université Laval de Montréal, parce qu'il aurait bien voulu avoir son université, mais ça ne se fera que longtemps après sa mort. Mais il a mis sur pied les premières écoles, les premiers collèges, les hôpitaux, les hospices, les sanatoriums, les prisons. Ça dépasse l'entendement. Puis ces communautés-là vont avoir leurs propres imprimeries. Puis tout ce que vous voulez, ils vont éditer leurs livres, ils vont former des professeurs, ils vont faire des écoles normales. Écoutez, je regardais, là, dans le Canada ecclésiastique, c'est une espèce de portrait une autre semaine, ça sort tous les ans depuis 1890. Un par année, puis il y a tous les prêtres, toutes les sœurs, toutes les communautés, toutes les histoires sont dedans. Puis là, je m'amuse depuis à peu près un mois à feuilleter, refeuilleter le même volume, qui est une espèce de catalogue de tout ce qu'il y avait comme communauté en 1959 avec les dates de fondation des écoles. Écoutez, c'est peut-être 1500 écoles, couvents et écoles normales que les communautés religieuses ont fondées dans tout le Québec. Tout le Québec. Que cela a eu des effets négatifs, bien sûr, qu'il y a eu des écœurants là-dedans, il y en a eu. Mais essentiellement, quand on fait, comme
disent les philosophes, la totalité des biens, la balance des inconvénients, puis l'ensemble, on se rend compte que c'était la façon de s'instruire à ce moment-là. Puis je me perds. Et cela sans compter l'élan missionnaire. Dès 1850, 1860, 1870, Monseigneur Bourget et les communautés envoient qu'ils vont ouvrir des écoles et des hôpitaux en Amérique du Sud. Ils sont en Asie, en Chine, dès 1900. Le Canada, même dans l'Ouest canadien, ce qu'on a fait dans l'Ouest canadien pour développer l'Ouest canadien, l'Alberta, et ainsi de suite, aujourd'hui, le Sportsien, on a joué un rôle énorme, le Canada français, dans le développement de l'Ouest canadien, qu'on appelait les pays d'en haut. Hein. J'ai appris ça cette semaine. C'est-à-dire, je n'ai pas appris que ça s'appelait les pays d'en haut, mais j'ai réussi géographiquement à savoir c'est où les pays d'en haut. Les pays d'en haut, c'est juste à la fin de l'Ontario. On appelle ça, on va dire en haut de la belle, les vrais pays d'en haut, c'est dans l'Ouest qu'on voulait envoyer des gens là plutôt que les envoyer aux États-Unis. C'est pour ça que Monseigneur Bourget, parmi ses fondations, c'est le fondateur de l'Institut canadien. Il va se virer contre lui par la suite. Mais quand l'Institut canadien est fondé au milieu des années 1840, je crois que c'est 45 ou 47, le but de l'Institut canadien, c'était... Monseigneur Bourget, en fin de compte, il a voulu réaliser le rêve des patriotes à l'intérieur des institutions canadiennes. On sait que les patriotes voulaient une république, voulaient l'indépendance, voulaient la République du Bas-Canada, que ce mouvement-là a été étouffé, des pendus, des exilés, tout ce que vous savez, des villages entiers brûlés, évidemment, les sévices de guerre qu'on voit à Gaza, tout ça, là, ça s'est passé ici en 37, en 38, en 39. Des villages entiers qui ont été détruits, et ainsi de suite. Lui a voulu arriver au même objectif, mais à l'intérieur des institutions qui étaient là. Donc, c'est pour ça que je me permets d'insister sur son action, parce qu'elle est importante. Elle est très importante aussi parce que ça va durer 100 ans, cette affaire-là, 125 ans presque. Jusqu'en 1960-65, on peut dire que l'Église au Québec occupe tout l'espace social. C'est ça que Louis Riel a dit. Ah oui. Louis Riel, c'est un enfant d'Église. C'est Mme Masson. On va parler la semaine prochaine de Joseph Masson, premier millionnaire canadien-français. Bien, quand il va mourir, sa veuve, qu'on appelle la veuve Masson, je pense que c'était ça qui son prénom. En tout cas, pas sûr ça. Mais la veuve Masson, qu'on appelle la seigneuresse de Terrebonne, elle va payer les études de Louis Riel, on s'appelle au Collège de Montréal. Et Louis Riel est un enfant de l'Église. D'ailleurs, il va, je ne dirais pas sombrer, mais disons il aura presque une vie mystique, là, très, très avancée. Mais l'Église contrôlait tout. Oui, Victor, il y a dit quelque chose? Oui, c'est ça, le pays d'en haut, avec Louis Riel, qui est les métis francophones. Parce que dans l'Ouest, en ce moment, les métis anglophones n'existaient pas. Mais c'est ça, c'est qu'au même moment des années, au moment de la déportation volontaire, que j'appelle quand il y a eu 800 000 qui sont aux États-Unis, à Montréal, en 1870, 1880, des bateaux pleins d'immigrants arrivaient ici. Le billet de train, il payait 10 du billet de train pour se rendre dans l'Ouest pour avoir des terres gratuites. Nous, on était des cultivateurs, et les Québécois francophones, pour aller dans l'Ouest, il fallait payer 100 du billet de train. Ça fait que comme c'était excessivement cher, à ce moment-là, plutôt que d'aller peupler l'Ouest, ben, on a été vers les différents du pouvoir, vers les États-Unis, des marchés. Si jamais les chiffres vous intéressent exacts, là, Séraphin Marion, dans ses lettres d'autrefois, je crois, ou lettres canadiennes, lettres canadiennes d'autrefois, 9 tomes. Eh bien, vous trouvez là-dedans, je me souviens très bien, des feuilles jaunies, presque brunes, là. Il est démontré qu'il coûtait moins cher de partir de Londres pour aller à Saint-Boniface que de partir de Montréal pour aller à Saint-Boniface. Et tout ça est arrangé exprès. Pour pas qu'on aille parce qu'il y a toujours eu cette espèce d'obsession du French Power. Hein? Ce n'est pas d'aujourd'hui. Beaucoup. Oui. Ah oui, énormément, énormément. Donc, le rôle de l'Église dans l'organisation sociale et politique du Québec va durer pendant 100 ans.
125 ans. Et à ce moment-là, les descendants des patriotes, les descendants politiques, si on veut, des patriotes, on les appelle les rouges. Alors que les autres, on finira par les appeler les conservateurs, mais c'était d'abord les réformistes, rassemblés autour de Louis-Hippolyte Lafontaine. Donc, si on regarde les grands chefs, là, Louis-Joseph Papineau, exilé aux États-Unis, exilé en France, et il ne revient qu'à la fin des années 1840. Un autre monte tranquillement, Louis-Hippolyte Lafontaine, qui, sous l'acte d'union, va s'allier avec le fameux Baldwin, il y a un pont à Ottawa, pour Baldwin Lafontaine. Le notaire Groux me disait, qui est un ancien président de la Jean-Baptiste, l'avantage de Louis-Hippolyte Lafontaine, c'est qu'il a été nommé jeune juge. Il n'a pas pu trahir plus longtemps. Mais disons qu'il est allé un bon bout de temps, qu'il a collaboré avec les autorités anglaises. Cependant, on lui doit quelque chose d'important, c'est lui qui fait reconnaître la langue française au Parlement. Parce qu'à l'Acte d'Union, non seulement on est plus nombreux en 1840 que les gens du Haut-Canada, non seulement l'État du Bas-Canada était plus riche que le Haut-Canada, il y avait une troisième idée, c'est pour ça que je disais ça. Pourquoi je disais ça? Ça va revenir. La troisième, ben, je ne sais pas ça. Il y avait 50 députés dans le Bas-Canada, 50 dans le Haut. Dans le Haut-Canada, 50 Anglais sont élus. Dans le Bas-Canada, il y a 5 Anglais qui se glissent parmi les 45 Français. Alors, la minorité anglaise contrôle la majorité française, même à l'Assemblée. Et jusqu'en 1966, je crois, il y a des comtés protégés pour les Anglais. C'est Daniel Johnson qui va faire sauter ça. Les Anglais ont des comtés pour eux autres. Il y a des comtés où on ne peut pas élire autre chose qu'un Anglais. Il y en a 7 ou 10 comtés comme ça au Québec. Et l'autre point que je cherchais, non seulement on était plus riche, non seulement on était plus nombreux, notre langue était proscrite. Le français était défendu sous l'Acte d'Union, de 1840 à 1845 à peu près. Et c'est à ce moment-là que Louis-Hippolyte Lafontaine, c'est pour ça que je vais mentionner son nom, se lève à la Chambre d'Assemblée pour dire, quand bien même ma langue est défendue, je vais l'utiliser quand même, je vous répète un peu son discours, mais c'est un discours remarquable, et c'est à partir de ce moment-là que le français a gagné du terrain. Donc Louis-Hippolyte Lafontaine, c'est pour ça que la Saint-Jean-Baptiste s'est beaucoup battue pour que le parc Logan, qui était une ferme, s'appelle le parc Lafontaine, en face de la bibliothèque municipale. C'est pour ça que la Saint-Baptiste s'est beaucoup battu. Pour ça, parce que c'est un grand défenseur du français. Donc, les patriotes qui reviennent d'exil, plusieurs vont se réunir autour de Louis-Hippolyte Lafontaine, et les contestataires, eh bien, vont prendre le contrôle de l'Institut canadien. Ils vont faire élire 25 députés quand même. Ça, on les appelle à ce moment-là, on ne les appelle pas encore les rouges. Ce ne sont plus les patriotes, mais il y a là 28 députés qu'on appelle les députés canadiens-français. Ils vont s'appeler comme ça pendant une vingtaine d'années, jusqu'à la Confédération. Ils sont nombreux, tous des jeunes, comme Jean-Baptiste et Éric Dorion de Drummondville, qui a fondé une petite ville qui s'appelle l'Avenir, d'ailleurs, qui reprend ça d'un journal, l'Avenir. Et ces rouges-là, anticléricaux, très imprégnés d'idées franc-maçonniques, eh bien, vont présenter des députés, vont contrôler l'Institut canadien, vont articuler un discours politique, auront 2 journaux, Le Pays et l'Avenir. Et eux, bon, ils attaquent l'évêque continuellement, bien sûr, mais pas René Lévesque, mais l'évêque de Montréal. Et à ce moment-là, le groupe de Louis-Hippolyte Lafontaine, petit à petit, vont prendre leur retraite et seront supplantés par Georges-Étienne Cartier, qui, après Papineau, Louis-Hippolyte Lafontaine, le 3e chef, c'est Georges-Étienne Cartier, qui, on peut dire, de la fin des années 1840 jusqu'à sa mort en 1872, sera l'étoile montante au Canada français. Il va devenir
non pas aussi populaires que Papineau, c'est impossible, parce que Papineau, c'est un peu comme M. Lévesque. Ce sont des figures iconographiques, là, ce sont des icônes, là, ce sont des figures de proue. Mais Georges-Étienne Cartier va contrôler à peu près tout. Puis il va réussir par son habileté à mettre l'Église avec lui. Très impliqué à la Société Saint-Jean-Baptiste. Sans doute un des présidents les plus importants de notre histoire. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on était un peu mal à l'aise avec lui, entre un des pères du Canada. Mais à la Société Saint-Jean-Baptiste, c'est lui qui va faire l'incorporation civile. La charte de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui date de 1847 ou 1849, c'est Georges-Étienne Cartier qui la rédige, qui la présente au Parlement, qui la fait adopter. Cette charte à laquelle nous n'avons jamais touché, parce qu'on a des avantages qui sont dans la charte que l'on perdrait si on la faisait ouvrir. Oui. Même d'ailleurs, aujourd'hui, si on veut créer une association bénévole pour passer dans les ministères, pour changer quelque chose dans la charte de la Société Saint-Jean-Baptiste, ce qu'on appelle aujourd'hui un bill privé, c'est juste l'Assemblée nationale du Québec qui peut changer. Tout à fait. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut changer. Puis ça coûte à peu près 700 000 $ aujourd'hui. Ouais. On va s'appeler Saint-Jean-Baptiste pour longtemps. Et remarquez, ça On pour... était là avant le Canada. Oui, ça pourquoi on le sait tellement, hein, ceux qui ont siégé à Saint-Jean-Baptiste et ainsi de suite, c'est qu'on a toujours eu au long de notre histoire des gens qui voulaient changer le nom. Ce qu'ils ont fait dans d'autres sociétés, d'ailleurs. Les sociétés nationales des Québécois, c'est des Saint-Jean-Baptiste qui ont changé le nom. Mais nous autres, oui. 1910, société, avant c'était l'association. Oui, tout à fait. Ah oui, au niveau du nom comme tel, on voulait enlever Saint-Jean-Baptiste. À peu près à tous les 15 ans, il y a des propositions de différentes sections. Quelqu'un arrive à une station pour enlever ça. On ne peut pas l'enlever parce que c'est dans la charte. Et si on veut toucher à la charte, ça prend un bill privé, ça prend une loi privée votée à l'Assemblée nationale. Puis ils peuvent enlever des privilèges. On ne paye pas de taxes à Québec. On ne paye pas de taxes à Montréal. Et non seulement on ne paye pas de taxes, il y a même un article de la Charte qui dit que les gouvernements doivent nous aider. Chez l'évêque, c'était basé sur cet article-là pour nous aider. Les gouvernements doivent aider la société parce que la société, à ce moment-là, est prévue comme une société d'éducation nationale. Pour ça, quand on voit l'éducation qui avec Vigée, dont on parle ce soir, mais qui va être là tout le temps, pourquoi l'éducation est si présente à la Saint-Jean-Baptiste, même encore aujourd'hui comme étant un souci, on fait des concours dans les écoles, et ainsi de suite, c'est que l'éducation est à la source même de la définition de la Saint-Jean-Baptiste. Quand Duvernay choisit comme devise le fondateur « Rendre le peuple meilleur », on rend le peuple meilleur par l'éducation. Et je vous répète qu'en dans les années 1830, 1840, souhaiter l'éducation pour tout le monde, là, c'est défendu par l'Église. Défendu. La Saint-Jean-Baptiste, en 1960, va s'opposer à la création du ministère de l'Éducation. 1960, c'est pas loin, ça. Et quelles sont les raisons de pouvoir changer le nom? C'était pour faire plus moderne. Laïcisé. Laïcisé, à l'époque, la laïcisation, partout, on faisait sauter les Mais symboles. dans le moment, tout ça. quand il y en a des gens qui veulent... Ah, actuellement, on l'entend moins. Actuellement, par exemple, vous allez entendre, il faudrait enlever les anciens présidents au Conseil. Par exemple, 5 anciens présidents sur 15 au Conseil. C'est vrai que c'est pas facile, surtout quand les présidents, puis j'ai été moi-même là, quand les présidents restent là longtemps, on ne crée pas d'anciens présidents. Mais la charte oblige à ce qu'un tiers des membres du conseil d'administration soient des anciens présidents. Donc là, il y en a 15, puis il y en a 5. Regardez cette année, M. Beaulieu me disait ça après-midi, il y a 3 postes au conseil d'anciens présidents. Puis le poste de M. Henry, le poste de M. Cossette, qui est décédé, le poste de M. Dorion, qui est devenu député, donc il ne peut plus siéger, puis moi, mon mandat se termine. Bon, mais nous autres, on n'a pas d'élection, on veut juste mettre notre nom. On n'est même pas assez nombreux pour... L'acclamation. Oui, oui, toujours, on est élu par acclamation. Puis les anciens présidents, il y en a qui siègent 30, 40, 50 ans, parce qu'on n'a pas d'autres pour... Qu'est-ce que vous voulez? Il n'a pas demandé à Maître Groux, il a presque 90 ans. Oui? Ça, j'ai été pendant 3 ans au Conseil général de la société. Puis pendant 2 ans, les mandats, je pense que ça durait 2 ans. 3 ans. 3 ans, c'est trop. Puis il y a un président qui avait été nommé, qui est venu une fois 3 ans. Ah oui, oui. Puis il y a 2 conseils par mois. Oui, oui, oui. Même Le mieux. on avait, oui, tout à fait. On avait M. Laforce, par exemple,
était un grand président. Ernest Laforce était sous-ministre de la colonisation des années. On disait que c'était l'inspecteur de Duplessis à Saint-Jean-Baptiste. Il a siégé 40 ans, je pense qu'ils ont été 10-15 ans sans le voir ailleurs qu'au Congrès pour se faire élire. C'est juste, c'est le règlement qui est fait de même. Et l'autre, il y a plusieurs dispositions dans cette charte-là. Par exemple, la section des membres à vie. Le Conseil général pourrait décider d'éliminer toutes les sections, sauf la section des membres à vie, parce qu'elle est prévue dans la charte. Il y aura, parmi les sections de la Saint-Jean-Baptiste, une section des membres à vie. On fait blairer les boulets de José ministre. Oui. Mais c'est impossible. Donc, Georges-Étienne Cartier, qui va devenir un peu le maître à penser, ils ont renoncé, mais qui va devenir un peu le maître à penser de la Saint-Jean-Baptiste du milieu des années 40 jusqu'à sa mort. Hein, c'est lui qui va avoir rentré la Confédération dans la gorge du Québec, si on peut dire. Là. Les évêques n'en voulaient pas. Monseigneur Bourget ne voulait rien savoir de ça. À ce moment-là, il est en chicane pour ça avec Georges-Étienne Cartier. Mais il va aller chercher Monseigneur Langevin, qui est le frère d'un ministre à Ottawa, qui lui va dire qu'il faut voter pour la Confédération. Il faut accepter la Confédération. Mais quand on lit les journaux de l'époque, du 1er juillet 1867, les journaux titrent tous la même chose, c'est dans l'indifférence la plus totale que la Confédération a été... Mais dans la boisson. Comment? Dans la boisson. Et dans la boisson. Mon ami Jean-Marie Cossette avait toujours une façon très truculente de raconter les réunions de Charlottetown ou de Québec, qui pactaient ses bateaux. Ça, c'est ici vous signez, c'était ça la Confédération. Mais ceci étant dit, donc la Société Saint-Jean-Baptiste, révolutionnaire en 1834, en 1845, lorsqu'elle relance, elle devient beaucoup plus modérée. Beaucoup plus modérée, ce qui ne veut pas dire, je vais terminer là-dessus avant une petite pause, ce qui ne veut pas dire que les plus radicaux n'étaient pas là. Au contraire, il y a toujours eu, au Conseil général et dans les sections, des gens de toutes les tendances. Et d'ailleurs, c'est voulu comme ça. C'est prévu comme ça. La Saint-Baptiste est censée réunir tout le monde. Au-delà des partis politiques, quelles que soient nos préférences, on est censé tous être là. Donc, il y a toujours eu des présidents ou des conseils généraux, oui, qui étaient plus radicaux que d'autres, si on peut dire. Cependant, la grande différence, à partir de 1845, on va se coller avec l'Église. Ce ne sera pas toujours parfait. Quand on va voir Oliver Asselin, en 1912, il chicane avec l'archevêque de la Société du Motherhall. Quand on va voir Maître Guy Vanier, qui était président vers 1922, mais qui va rester au Conseil pendant 15, 20, peut-être même 30 ans, eh bien, c'est un homme qui n'aura pas le même point de vue que l'archevêque de Montréal en ce qui concerne les franco-américains. Vous avez vu les tyrans du pouvoir? Quand ils mettent des bombes, ils font sauter un évêque, là. Donc, la Saint-Baptiste de Montréal les appuyait, ces gars-là. Ferdinand Gagnon, le mouvement sentinelliste, on appelle ça, des livres écrits là-dessus. Donc, quand Duvernay relance la société en revenant de son exil américain et que les patriotes sont éparpillés un peu partout, ce n'est plus la même société. C'est une société qui est moins révolutionnaire, qui ne souhaite plus la prise d'armes, si on peut dire entre guillemets. Et n'oubliez pas que les patriotes comme tels, quand ils reviennent, là, pour revenir, ils ont tous dû renier leurs convictions. Avec plus ou moins de sincérité, là, c'est autre chose, là. Mais il fallait faire ça. Devant qui? Devant l'évêque. Et dans les journaux. Ça paraît dans les journaux. François-Xavier Prieur, et ainsi de suite. Tous les patriotes vont dire qu'ils se sont trompés. Il ne fera pas ça. Puis c'est à recommencer. Écoutez, je terminerai en disant le jugement de Michel Brunet. On ne peut pas dire que ce n'était pas un grand patriote. C'est Michel Brunet, un grand historien, un des membres éminents de ce qu'on a appelé l'École historique de Montréal avec Frégault et Séguin, qui était vice-président de Saint-Baptiste. Moi, j'ai très bien connu, j'ai siégé avec lui des années. Lui était sévère, les patriotes. Lui les blâmait d'avoir pris les armes. Parce que c'était perdu à l'avance.
Comme si on disait à soir, bon, on prend les armes, là, puis on s'en va à Ottawa, puis on ramasse du monde en chemin, puis on des chums à chute à blondeau, puis on les ramasse, puis on va se battre. Ça va se battre. C'est à peu près comme ça. Ça va se battre à Ottawa. C'était des gens qui étaient très téméraires. Bon, on va prendre la pause. Oui, on a posé un peu. Je cherchais ma dernière phrase. Mais là, c'est pour la caméra. Vous aviez l'air. Donc, notre ami Vigée, qui est président en 1834, on le demande en 1856. En 1856, il va mourir 2 ans plus tard. Il meurt. Beaucoup de cette génération meurent jeunes, d'ailleurs. J'ai remarqué les Duvernay, les M. Fabre, sur lesquels on reviendra, Jacques Vigée lui-même. Il va mourir en 1858 et 2 ans avant qu'il meure, on lui demande de prendre la présidence. Les années 1850 sont les années... Duvernay va mourir en 52. On va, pour votre propre satisfaction, sachez que c'est le fondateur, puis il ne deviendra président qu'en 1852, 18 ans plus tard. Il faut qu'il en passe 18 là, avant de penser à nommer le fondateur, ce qui est quand même... Et la semaine suivant la réunion du Conseil général suivant l'élection de Duvernay, le Conseil n'a pas quorum. Ça veut dire cela qu'il n'y avait pas unanimité sur son choix. Là. On l'a nommé parce qu'il était à la fin de ses jours, était très très malade. Donc c'était quand même le fondateur. Puis il y a eu de grandes funérailles, hein, 10-15 000 personnes. C'est le monument inaugural du cimetière, donc il est devenu un grand personnage. Mais les années 1850, on remarque comme une espèce de retour en arrière. On va nommer Duvernay, qui est le fondateur. On va nommer Édouard Raymond Fabre comme président, le libraire, le banquier des Patriotes, celui qu'on appelle le cofondateur de Saint-Jean-Baptiste, le fidèle de Papineau. Et pour vous donner une idée, Fabre va rester fidèle à Papineau alors que Duvernay va s'en aller avec Louis-Hippolyte Lafontaine puis Georges-Étienne Cartier par la suite. Il va même combattre Papineau. Et il sera combattu férocement, Papineau, par ses anciens fidèles qui l'ont adoré. On connaît ça des fois, des gens qui nous aiment beaucoup, qui à un moment donné virent de bord, qui se mettent à nous arder. Il y en a partout de ça. Et toujours est-il que lui, on va aller jusqu'à l'accuser. Mon ami Gérard Laframboise ne manque jamais une occasion de rappeler cette accusation que je voudrais enterrer ce soir de façon définitive, en disant Papineau, il s'est sauvé de Saint-Denis. Vous êtes tous. Et il dit même qu'il s'est sauvé habillé en femme d'une robe fournie par les Anglais. Il dit les Juifs, les Anglais, il en met, Gérard. Ceci étant dit, c'est pas faux tout ce qu'il dit. Cependant, Papineau ne s'est pas sauvé de Saint-Denis. Cependant, quand Papineau est exilé en France, après être passé du côté américain, quand il est exilé en France et qu'il fait, comme pour l'histoire de la littérature, comme Yves Saint-Denis me l'a rappelé à la pause, il fait des recherches dans les archives de la marine française pendant des années, puis il dépouille des documents. Il fait quelque chose d'extraordinaire. Cependant, ici, on l'attaque pendant ce temps-là. Il nous a lâchés, il est parti en France, qu'est-ce qu'il fait en France? Vous savez, quand on commence, bon. Puis là, on va lancer la rumeur suivante. Papineau s'est sauvé de Saint-Denis. C'est un lâche. Au lieu de se battre, c'est en allé. Et celui qui porte cette accusation n'est nul autre que Wilfred Nelson. Le 20, il va l'apprendre, il va s'excuser à la fin de ses jours. Mais c'est lui qui va... Wilfred, c'est Robert. C'est Ouais, Robert mais Nelson. Wilfred, mais Wilfred, la même chose. C'est Wilfred qui a dit de partir. Et Ah, oui, Robert Nelson tout à fait. accusait de s'être sauvé. Mais Wilfred ne dira pas ça tout de suite. Wilfred se présente à la mairie de Montréal avec l'appui de Georges-Étienne Cartier. Et le candidat contre lui s'appelle Édouard Raymond Fabre, partisan de Papineau. Il se fait battre naturellement par Wilfred Nelson, parce que tout le monde va appuyer Nelson, dont Duvernay, tout ce monde-là. Et Duvernay est mort, mais de tout l'entourage de là. Et Wilfred Nelson laisse courir cette rumeur-là. Jusqu'à ce qu'un témoin oculaire, dont le nom va me revenir, et là, Wilfred Nelson
plus tard, beaucoup plus tard, va dire, écoutez, c'est vrai, on l'a embarqué de force pour qu'il quitte Saint-Denis avec le docteur O'Callaghan. On les a envoyés du côté américain, puis ils ont monté dans un carrosse pour qu'ils s'en aillent de force, puis il ne voulait pas partir, puis on lui dit, écoutez, vous êtes le chef, il ne faut pas que vous soyez ici, il ne faut pas que le chef meure, il s'en aille. Mais ce que cela démontre, c'est que les patriotes sont éclatés, là. C'est la grosse chicane. Il y en a quelques-uns qui demeurent fidèles à Papineau, mais ils ne sont qu'une poignée. La majorité est prête à accepter, non pas accepter, mais à faire avec l'Union du Haut et du Bas-Canada, en sachant que c'est tout croche, mais ils disent, allons puiser là-dedans tout ce qu'on peut aller chercher. Mais à la Saint-Jean-Baptiste, les deux groupes sont là. Ça change des majorités, selon les congrès des années. Par exemple, lorsque l'Institut canadien, qui va disparaître, mais lorsque l'Institut canadien décide d'ériger un monument au cimetière de la Côte-des-Neiges, que l'on connaît, la grosse fresque qui vient d'être rénovée pour les patriotes, la Saint-Jean-Baptiste décide de donner 100 piastres, ce qui est beaucoup d'argent en 1855-56. En tout cas, décide de donner 100 piastres pour la construction du monument. L'année d'après, il y a changement de présidence. Et là, la société décide de retirer son 100 piastres. Parce que l'évêque de Montréal leur dit que ça n'a pas de bon sens de donner 100 piastres pour des révolutionnaires qui combattaient l'Église. On ne peut pas ériger un monument comme ça. Et la société va retirer son 100 $. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est bien content, qu'on va autour pour la Saint-Jean-Baptiste, puis ainsi de suite. N'oubliez jamais que la Saint-Jean-Baptiste a retiré sa contribution. Tout cela pour dire qu'à l'intérieur de la société, dans les années 1850, après qu'elle eut été relancée sur une base plus diocésaine, appelons-la comme ça, plus proche du clergé, et qui va s'inscrire dans l'action de l'Église, eh bien, petit à petit, un certain conservatisme religieux va prendre place à la société Saint-Jean-Baptiste. Cependant, je vous le répète comme j'ai dit tout à l'heure, ce ne sera jamais unanime. Il y aura toujours, comme il y a encore, il y aura toujours des éléments plus radicaux à l'intérieur de la société qui, dépendant des années, vont reprendre le pouvoir pour ensuite le perdre. Cependant, on peut dire que la société, à partir des années 1850, va devenir un organisme déterminant de la vie montréalaise. Il ne faut jamais oublier, et on l'oublie beaucoup trop souvent, les premières bibliothèques publiques, les premiers bureaux de santé, les premiers cours de comptabilité, les premiers cours de chimie, les premières associations de femmes, les premiers syndicats. La Société Saint-Jean-Baptiste, au Monument national sur la rue Saint-Laurent, avait parmi son personnel 50 enseignants. Ils se donnaient des cours là tous les soirs, à l'année, de 1890 jusqu'à 1950. Puis là, je ne vous parle pas de la salle de spectacle du Monument national, qui était la première place des arts. Donc, très rapidement, et sous l'impulsion de Jacques Vigée, qui, rappelons-le, c'est un chercheur, aujourd'hui on dirait que c'est un grand professeur, c'est une université, il se déguisait, hein, quand on voit des portraits de Jacques Vigée, il y a des drôles de costumes sur lui. C'est parce qu'il ramassait tout, c'était un collectionneur. Il fait un peu penser, peut-être certains l'avaient connu parmi vous, Robert Lionel Séguin, dans le de Vaudreuil-Dorion, là, qui ramassait il a déjà apporté à la Saint-Baptiste des clous du temps de la Nouvelle-France. Il ramassait toutes sortes d'affaires. Jacques Vigée, c'était un collectionneur, mais au niveau des papiers. Donc, grâce à lui, là, et encore aujourd'hui, ces documents de recherche, c'est des milliers et des milliers de pièces d'archives. Il a été le premier à reconstituer les ordres militaires à Québec en 1759, à Montréal, et ainsi de suite. J'en profite pour vous dire, j'ai parlé avec Benoît Roy du Rassemblement pour un pays souverain hier, je vais parler aujourd'hui aussi, mais hier, et vous avez peut-être entendu à la radio en fin de semaine qu'on va
à Québec, au mois du 30 juillet au 2 août prochain, il y aura une reconstitution de la bataille des plaines d'Abraham. Puis là, ils ont ajouté la bataille de Sainte-Foy. Qu'on a gagné. Il ne faut pas appeler ça la bataille de Sainte-Foy. C'est la victoire de Sainte-Foy. Comme on ne parle pas de la bataille de Saint-Denis, mais de la victoire de Saint-Denis. Vous savez, quand je vous parle souvent qu'il faut arrêter de compter notre histoire avec les concepts de nos adversaires, quand on parle des rebelles, vous savez, c'est épouvantable. C'est toujours le même. Vous savez, c'est toujours les insurgés, les révolutionnaires et les patriotes. Et toujours est-il que on va essayer de trouver une façon de faire entendre un autre point de vue que celui qui va se faire entendre à Québec. Là. Ce à quoi on est en train de penser, c'est le 30 juillet, c'est du 30 juillet au 2 août, au moment où ils vont reconstituer les plaines d'Abraham. Nous allons être un petit groupe, même si on est 15-20, c'est pas grave, on va faire une petite rencontre où on va souligner la victoire de Sainte-Foy, qui est une énorme victoire. Les Anglais n'ont mangé une maudite à Sainte-Foy. Et je suis d'autant plus intéressé que est mort au champ d'honneur celui que l'histoire appelle le brave colonel Réaume. C'est-à-dire que ce qui a fait la différence, c'est pas Réaume, mais de toute façon, je ne l'ai pas connu, naturellement. Mais je veux dire, c'est que c'est un bataillon de Montréal. Des soldats de Montréal qui sont allés se battre à la victoire de Sainte-Foy et qui ont fait changer le cours de la bataille. Et c'est une énorme bataille. Donc, le rôle de Jacques Vigée, en ce sens-là, et c'est un collectionneur, donc il a voulu reconstituer toute notre histoire nationale à partir de documents et ainsi de suite. Et l'année avant de mourir, il redevient président en 1856. En 1857, il fonde la Société historique de Montréal, qui existe toujours d'ailleurs, et qui est fondée par lui. Donc, quand on dit qu'à la Saint-Jean-Baptiste, il y a un attachement à l'histoire qui est imprégné dans le parcours de l'organisme lui-même, c'est beaucoup à Jacques Vigée que l'on voit ça, qui est un homme de papier, de paperasse, de documents, d'exposition, essayer de relater tout le passé. C'est lui qui a dessiné l'essentiel des rues de Montréal. Et je terminerai, le plus grand hommage qu'on peut lui faire, à mon avis, un des gestes les plus importants qu'il a posé, c'est lui qui a permis aux Canadiens français de devenir majoritaires dans l'électorat. Avant Jacques Vigée, pour voter aux élections, il fallait avoir une propriété, mettons, de 1000 $. Lui, il a enlevé le mot propriété, puis il a remplacé ça par bien de 25 $. Fait que tout notre monde sont mis à pouvoir aller voter. Ils ont tous voté pour le Parti patriote dans les années suivantes. Donc, c'est pour ça que dans le document qui vous a été distribué par Gilles, je l'appelle l'astucieux patriote. Parce que c'est un homme astucieux. C'était pas toujours des plus grands éclats, mais il posait des gestes déterminants. Comme quand je dis, si vous allez dans vos assemblées de section, faites voter des résolutions, de demander au gouvernement Charest la carte d'électeur. Imaginez si on gagnait ça. Actuellement, on va avoir l'indépendance 2 ans plus vite. La carte d'électeur va être faite, Mme Marois n'a pas besoin de passer une loi. Il faut que ce soit Charest qui fasse ça. Donc, dans nos réunions de section, comme les congrès de Saint-Jean-Baptiste, du PQ, partout, il faut voter des résolutions demandant, non pas Mme Marois, demandant au gouvernement du Québec d'ériger une carte d'électeur. Absolument. Cela s'inscrirait dans la tradition de ce fameux Vigée, quand je dis d'astucieux patriote, de trouver des façons Et la semaine prochaine, nous allons regarder un autre grand président, Joseph Masson, premier millionnaire canadien-français. Puis 1 million en 1840, c'est à plusieurs millions aujourd'hui. Donc c'est un homme qui est parti de rien. Et c'est lui qui, un indice, pendant toutes les années où Papineau a été en exil, Papineau était président de l'Assemblée nationale, on appelait ça orateur dans ce temps-là. Il n'a pas eu son salaire. Le gouverneur lui a coupé son salaire pendant de très nombreuses années. Il le récupérera 10-15 ans plus tard. Mais c'est Joseph Masson qui va le faire vivre. C'est Joseph Masson qui va lui prêter l'argent. C'est un homme qui ne s'est pas mouillé
en 37-38, mais qui a toujours dit, si vous perdez, jamais je ne serai de ceux qui vous condamneront. Parce que ce que vous avez voulu, l'indépendance du Bas-Canada, est quelque chose de trop noble pour que l'on puisse en vouloir à ceux qui veulent atteindre ce temps. Donc, bonne semaine.